amis, bonjour, bienvenue dans À votre santé sur TVADP. Nous sommes le lundi 9 mai 2025, il est 20 h quand on passe cette émission. Peut-être que vous la voyez en replay. Bienvenue en tout cas à tous ceux qui seront sur le chat de la chaîne YouTube de Eric Montana ou sur VK ou les autres supports. Alors, aujourd'hui, j'aurais eu normalement l'occasion de discuter avec le docteur David Nixon et Astrid Zuckelberger de nanotechnologie découverte dans le sang des personnes vaccinées et même des personnes non vaccinées. Je vous rassure, cette émission aura lieu. David souhaite avoir un petit peu de délai de préparation parce qu'il a des choses assez lourdes à nous révéler. En plus, il faut aussi gérer l'histoire de traduction. Donc ça viendra, on prépare quelque chose de lourd. Bon, c'est vrai que chaque semaine, je vous dis qu'on prépare des choses de lourdes. Et aujourd'hui, eh bien, je me retrouvais avec la possibilité soit de repasser un replay, ce qui est une technique de feignant, j'avoue que j'aime pas trop, soit de vous faire un monologue sur l'actualité, notamment l'actualité médicale, et vous savez qu'il y en a beaucoup à dire, mais non. En fait, vous avez remarqué, peut-être ceux qui sont sur X, hier, une infirmière qui a été radiée du Conseil de l'ordre des infirmiers avait laissé un message en disant qu'elle faisait appel de cette décision et sur X, et ça a été relayé très vite et beaucoup. Alors, grand merci à vous. On voit bien que vous avez un ardent désir de soutien et de vérité dans tout ce qui nous est arrivé depuis 5 ans maintenant. Alors, je me dis, c'est trop con. Je vais l'appeler parce que ça serait quand même bien si elle pouvait venir en direct. Je n'ai aucune idée de savoir si elle était disponible ou pas. Et vous savez quoi? Non seulement elle était disponible, mais elle était en compagnie de Éric Mercier, infirmier suspendu également, qui va venir avec nous, et un autre compagnon d'infortune qui a eu les mêmes soucis qu'Élodie, et là est présent également. Alors là, aujourd'hui, j'ai une Dream Team, j'ai une team de scouts, c'est-à-dire elle est toujours prêt. On les appelle, ils disent oui, ils viennent spontanément, non pas pour se mettre en avant, ça n'a aucun intérêt, mais parce qu'il y a la vérité qui doit éclater, la vérité qui sort de plus en plus. Et donc, aujourd'hui, c'est un immense plaisir d'accueillir Élodie, Eric et Michel. Bienvenue à tous les trois en même temps. Salut Eric, toujours prêt? Je vois. Alors, première question avant qu'on passe à une petite vidéo qui va nous résumer en quelques minutes ta situation, Élodie. Je voudrais que tu me dises un peu comment tu te sens là, parce que tu vas bientôt passer en appel au Conseil de l'Ordre des infirmiers, c'est le 23 juin à 14 h. On redonnera l'horaire et on redonnera l'adresse tout à l'heure. C'est à Paris. Et tu dois te sentir un petit peu dans tes petits souliers, non? Explique-moi un peu comment tu te sens en ce moment, quel est ton état d'esprit, ta météo du jour. Ma météo du jour, c'est ce que je pose à tous mes patients chaque jour que je les vois. Alors, dans mes petits souliers, j'en sais rien. Ce qui est certain, c'est que je sais pourquoi je suis là, je sais pourquoi j'y vais. En effet, il est temps de pouvoir continuer le chemin vers la vérité. Je pense que c'est ça qui doit mener chacun de nos journées pour être en santé. Je n'ai pas peur, ce qui peut paraître complètement aberrant, parce que c'est quand même une charge lourde qui nous attend, qui nous anime même chaque jour. Par contre, je vis des hallucinations. Je me dis, mais comment se fait-il encore aujourd'hui qu'on en soit là? Qu'est-ce qui s'est passé en fait dans le système, dans la matrice? C'est quoi le bug qui fait qu'on en est là à devoir être reçu par l'ordre infirmier qui se retrouve à être contre moi? Mais je veux dire, qu'est-ce que je leur ai fait pour qu'ils puissent être contre moi, contre ma personne? Et ça, oui, ça me fait halluciner. Et puis après, si j'ai un regard plus général et plus global, mais qu'est-ce qu'on est en train de vivre sur Terre? Pourquoi on en est rendu là? Voilà. Donc après, je ne sais pas si je me sens dans mes petits souliers, mais ce qui est certain, c'est que j'ai envie d'en être. Je veux faire ma part. En tout cas, tu n'as pas peur. Un autre qui n'a pas peur, c'est Eric. Alors, on va essayer de casser tout de suite toute ambiguïté. Qu'est-ce que tu fous chez Eric Mercier? Ah oui, ça, c'est pas mal. Ben oui, qu'est-ce que tu fais là, dis donc? Voilà, il se trouve que je suis actuellement en préparation du coup de cette audience qui aura lieu le 23 juin à Paris. Et pour préparer cette audience, eh bien, j'ai choisi de m'entourer de frères et sœurs d'armes
et de solidifier justement cet ancrage, histoire de pouvoir me sentir dans mes petits souliers le 23 juin. Voilà pourquoi je suis chez Eric et pas très loin de chez Michel non plus. On est aussi en train de travailler au-delà de nos instances juridiques personnelles. Je crois qu'on est en train de travailler sur ce qu'on défend dans la vie. Et pour ça, on est tous les trois dans des écritures, dans des projets de livres. Et on essaye je crois, de réunir un petit peu nos cerveaux, nos cœurs pour essayer d'être efficaces. Voilà. Voilà pourquoi je suis Alors, là. frère et sœur d'âme aussi, hein, et puis il y en a un autre à côté qui l'est également, c'est Michel. Michel, est-ce que tu peux nous dire quel est ton rôle là-dedans et ton soutien auprès d'Élodie? Écoute, moi je l'ai trouvé une jeune et jolie infirmière un peu paumée il y a quelques mois. Elle était toute seule, sans contact avec les collectifs. Elle se défendait, elle se débattait avec son avocat. Et puis il y a le syndicat Liberté Santé qui nous a mis en contact. Et puis j'ai proposé à Elodie qu'on se retrouve sur une des manifestations qui s'est passée à Vierzon. C'était pratiquement un congrès de médecine avec six salles avec des gens de partout, des Italiens, des Autrichiens, des Allemands, des Anglais qui déclaraient une quantité astronomique d'effets secondaires avec des gens très intéressants. Eric Mena était là, il y avait Jean-Pierre Joseph, il y avait plein de gens. Des Belges. À Coulon, il y avait des Belges aussi, bien sûr. Il y avait Action 200 en Belgique, pour lequel ils m'ont demandé d'ailleurs de parrainer leur action vu mes origines. Et donc, pour revenir à Elodie, comme on a eu la même démarche, la même conviction de défendre nos patients, nos enfants, quoi qu'il en coûte. Hein, donc, c'est aussi un quoi qu'il en coûte pour nous, mais ce n'est pas tout à fait le même que celui de Macron. Mais voilà, nous, on a tablé sur notre serment d'Hippocrate, sur notre éthique, notre responsabilité et notre solidarité. La responsabilité que la majorité des médecins enfin, ils ne sont pas posés du tout de questions de responsabilité en piquant les gens avec des produits hautement toxiques. Et puis, ils n'étaient pas solidaires du tout non plus. Donc, ils pratiquaient une médecine qui n'était pas du tout éthique. Voilà. Et je suis très content d'être en contact avec Elodie, avec Eric aussi, qui est en train de dénoncer des manipulations au niveau comment dire, enfin, il en parlera mieux que moi, quoi, hein, de ce qu'ils mettent en place pour soulager, soi-disant, les douleurs et avec des produits aussi qui sont plus de l'euthanasie qu'un traitement de la douleur. Et voilà, donc on est en train de remettre un petit peu ça à plat ensemble, à échanger et dans des conditions qui sont bien agréables parce qu'il y a des collectifs qui nous soutiennent à Paris, donc un peu partout en France, comme toi, Eric, et comme Eric Montana. Et voilà, je pense qu'on peut dire qu'on s'est trouvé. On est vraiment un peu comme peut-être un père et une fille plutôt qu'un frère, un frère et une sœur. Mais voilà, voilà, on est vraiment complémentaires dans nos histoires. Elle a morflé plus que moi, je dirais, parce que moi, voilà, j'ai pu éviter la garde à vue parce que je suis tombé sur un commandant de gendarmerie dont j'avais opéré les enfants et puis il m'a dit oui, ils vont très bien, vous avez opéré il y a 8 ans, je vous remercie, mais normalement vous êtes en garde à vue. Hein, et puis si vous allez travailler demain, je passerai chez vous et vous aurez les menottes aussi, quoi. Donc, mais Elodie n'a pas eu cette chance et en plus, elle est en début de carrière. Moi, je suis en fin de carrière, donc c'est quand même pas, c'est pas comparable, c'est pas tout à fait la même histoire, mais c'est le même Oui, c'est la élan. même dynamique. On va revenir sur les sujets d'actualité dont tu parlais, Michel, mais auparavant, je voudrais qu'on fasse un petit flashback sur ce qui est arrivé à Elodie, avec une petite vidéo qui dure quelques minutes,
mais qui vont clairement nous situer les raisons pour lesquelles tu t'es retrouvé dans ces difficultés. C'est une vidéo qui a été tournée par Stéphanie Reynaud de Tribune Libre. Je remercie au passage, j'espère qu'elle nous écoute. Et puis, c'était le 4 avril, au moment où je suis passé au Conseil d'Ordre, tu étais venu me soutenir, me défendre. Donc, on va passer cette petite vidéo et puis après, on revient sur ton actualité. Bonjour Élodie Cazebiel, vous êtes infirmière radiée. Que s'est-il passé en 2020 et par la suite? Alors en 2020, le Covid s'installe avec toute la prise en charge qui n'a ni queue ni tête, qui ne respecte aucune légalité nous permettant d'être en règle dans notre profession de soignant. Et puis assez rapidement, les injections dites vaccinales s'imposent à nous. Au début, elles se proposent et puis assez rapidement, elles s'imposent. Et là, c'est un non. C'est un non qu'il va falloir accepter et prendre des décisions avec ce non-là. Vous exerciez en libéral à l'époque? Oui, moi j'étais en libéral sur Bordeaux, associée à 2 collègues. Ouais. Et le truc, c'est que dès le départ, en fait, la communication n'est pas possible. La communication n'est pas possible à l'intérieur du cabinet. Et puis la communication n'est possible nulle part, en fait, ni avec nos associés, ni des collègues plus loin ailleurs sur notre commune, mais aussi des collègues comme l'ordre. Alors moi, je ne suis pas sous l'ordre des médecins, mais l'ordre des infirmiers. La communication n'est pas possible. Vous essayez d'en parler, d'argumenter, de faire douter? Oui. Pas faire douter, mais juste réfléchir ensemble au bon sens. Le principe de précaution? Oui, le principe de précaution, le principe de consentement libre et éclairé, le principe que tu es responsable de ce que tu injectes, quoi qu'il advienne, le principe que si tu connais pas ce qu'il y a dans le produit, c'est non. Ouais, et puis ton corps t'appartient et on fait pas ce qu'on veut avec le corps humain. Voilà, c'est écrit partout dans nos textes qui nous légifèrent et qui nous permettent de travailler. Et là, tout est bafoué sous prétexte qu'il y a urgence. Mais j'estime que l'urgence ne permet pas qu'on fasse n'importe quoi. Et là, on vous oblige à injecter des patients? Oui, on oblige à injecter, on oblige à s'injecter pour pouvoir travailler. Multiples illégalités qui ne permet pas de faire sens. Et vous avez trouvé à ce moment-là des solutions de repli? Alors, il y a 2 solutions qui s'offrent à moi à l'époque, soit d'être suspendu, soit de faire des faux vaccins. Alors d'abord pour moi, et puis ensuite pour les personnes qui en ont besoin. Et la solution d'être suspendu ne va pas pouvoir me convenir, tout simplement parce que moi j'ai un cabinet en responsabilité, j'ai des associés, j'ai des patients, je peux pas faire ce que je veux de mes patients, je peux pas juste mettre ma blouse au je peux pas juste mettre ma blouse au placard et décider de quitter le service et d'être suspendue, c'est pas possible. Donc je fais le choix de faire des faux passes. Et les patients sont au courant? Non, pas les patients qui me sollicitent, bien sûr que oui, mais les patients qui ne me sollicitent pas ne sont pas au courant et j'estime que chacun fait ce qu'il veut. Donc je respecte cela à tout point de vue. Je suis pas dans le tu ne dois pas faire le vaccin parce que je dis, selon moi, ce produit-là n'est absolument pas un vaccin. Attention, vigilance, mais chacun fait ce qu'il veut. Mais chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Donc, vous vous sentez responsable du corps des gens que vous Oui. injectez et vous ne voulez pas être mêlé à une histoire qui pourrait avoir des conséquences dramatiques. Dramatique pour moi et pour les patients. Donc, vous faites des faux. Ouais. Vous procédez comment? Vous avez le droit d'en parler? Oui, j'ai le droit d'en parler, même si je suis encore en instance juridique, mais j'ai le droit d'en parler, il n'y a rien de secret. En fait, je vais chercher les flacons à la pharmacie. Bon, blocage, ça arrive parfois. On va peut-être arrêter la vidéo si ça ne veut pas continuer à avancer. Tu veux compléter peut-être, Élodie? On va mettre le micro. Hein. Je veux bien que tu répètes ta question du coup, Eric. Oui, j'ai un petit blocage ici. Est-ce que tu veux compléter ce que tu as dit ici? On va laisser, ça continue. Donc, faut passe.
eh bien, cette facturation va partir sur les tablettes de mes collègues et c'est mes associés qui vont me dénoncer. Ouais, parce qu'elles ne sont pas en accord avec mon action. Elles ont peur de tomber si je tombe et puis elles ne comprennent pas. Elles ne comprennent pas parce qu'elles elles ont la sensation de répondre à quelque chose d'important en faisant les vaccins. Donc, il y a une dissonance. Et la communication n'est pas possible. Donc, l'incompréhension est là, l'incohérence et dénonciation. Elles ont par la suite entendu parler des effets secondaires des vaccins. Je ne sais pas. Je ne suis plus du tout en lien avec elles depuis, donc je ne sais pas. Je me dis qu'aujourd'hui, ça me semble impossible de ne pas être au courant. C'est pas possible. Je pense que celui qui ferme les yeux, celui qui décide de fermer ses oreilles et de fermer sa bouche aussi, je me dis à quoi il joue et je crois qu'il y a quand même une grande question de conscience qui était là dès le départ, mais là aujourd'hui, à quoi les gens jouent-ils? Voilà. Vous êtes radiée très vite? J'ai été radiée pas en première instance puisque j'ai d'abord eu un procès en pénal où là je devais partir 7 ans en prison ferme, 750 000 € d'amende et une interdiction définitive d'approcher un patient. Et puis finalement, grâce au travail de mon avocat et je crois un juge qui réfléchit pendant l'audience, eh bien, je vais rentrer à la maison avec 18 mois de mise à pied, 4 mois de prison avec sursis et 1 000 € d'amende. Et donc, ça, c'était en février 2022 et en avril 2023, l'ordre infirmier porte plainte contre moi. Et là, eux me radient définitivement. Porte plainte contre moi parce que je salis l'image publique de notre métier, je salis l'image publique de l'ordre et que je ne respecte pas le code déontologique de notre métier. Mais moi, je me demande à quel point nos ordres, peu importe le métier, à quel point ont-ils respecté le code déontologique de notre métier. Voilà. Et ça, c'est quelque chose... je crois qu'aujourd'hui, si je dois dire ce dont je souffle le plus, c'est le silence. Le silence, la non-communication et qu'on ne nous défende pas, en fait. On n'est pas défendu, on n'est pas écouté, alors qu'on se pose juste des questions. C'était un cas de conscience. Un cas de conscience. Vous ne regrettez pas d'avoir fait ça? Non, je ne regrette pas, même si la conséquence est lourde. Bien sûr que j'ai été hors la loi, ça je ne peux pas le nier. Je ne peux pas dire que j'ai respecté le jeu qu'on me demandait de jouer. Je ne l'ai pas respecté, mais parce que ce n'était pas possible. C'était une loi illégale selon vous? À tout point de vue. C'est-à-dire, ok, il y a de l'urgence, mais on ne fait pas n'importe quoi quand même. Enfin, il y a un minimum à respecter. Vous vous êtes demandé si cette urgence avait été créée de toutes pièces ou pas? Alors, on m'a déjà posé la question. Cette question est glissante. Et puis, j'estime que je ne sais pas tout, loin de là. Donc, je me méfie de ce genre de questions, mais je respecte à tout point de vue la question. Par contre, récemment, on m'a posé la question, est-ce que ce qui s'est passé était accidentel ou non? Eh bien, je peux répondre comme ça. Non, c'est pas accidentel, parce qu'il me semble que quand c'est accidentel, on cherche à réparer. Et là, il n'y a aucune réparation qui est mise en place, aucune. Et puis, toutes ces victimes d'effets secondaires que j'ai pu rencontrer à de multiples reprises ne sont pas défendues, elles ne sont pas soutenues, elles ne sont pas aidées. Si c'est accidentel, on cherche à aider, à soutenir. Donc, vous vous posez des questions sur l'intention. Du coup, si c'est pas accidentel, où est l'intention et pourquoi les membres de ces ordres-là n'ouvrent pas au moins un espace de parole? Plutôt que de nous recevoir en chambre disciplinaire, pourquoi on ne peut pas faire des tables rondes et discuter? Ouais. Quel est votre prochain rendez-vous? Alors, je n'ai pas la date. J'espère avoir une date prochainement. Ordre des infirmiers à Paris. En appel, du coup, de cette décision de radiation définitive. En attendant, vous avez fait une reconversion qui n'est pas très éloignée de votre métier précédent? Alors, en attendant, bien sûr, soignante un jour, soignante toujours. Donc, j'ai cherché à performer ma posture de soignante, ma posture d'accompagnante en soins. Et donc, je me suis formée à la naturopathie et à l'hormèse, qui est une loi du vivant à part entière. Et je crois que le Covid est venu ouvrir cette porte en grand. Voilà. Donc, oui. Vous êtes pour le respect du vivant? Je suis pour le respect du vivant. Vous avez bon espoir? Je crois que les grandes lois du vivant finissent toujours par gagner. Ouais. Je vous laisse conclure et je vous remercie beaucoup. Donc j'ai espoir. Merci. Merci infiniment.
Voilà, merci à Stéphanie pour cette belle interview. Défaut de communication, dénonciation, plus aucun lien avec tes anciennes collègues. J'ai l'impression d'un déjà vu avec beaucoup de personnes. Hein, c'est également mon cas. Donc, tu as cette plainte au Conseil de l'Ordre, puis la radiation. On t'a dit que tu salissais l'image du métier et l'image du Conseil de l'Ordre. Alors, je veux bien que tu puisses, pour eux, salir l'image du métier, puisque tu n'es pas conforme, mais celle du Conseil de l'Ordre. Ben, j'en sais rien, il faudrait qu'ils puissent me l'expliquer un jour. Le problème, c'est que pour qu'ils puissent expliquer, il faut qu'ils accueillent un désir, une volonté de pouvoir parler. Tu vois, ce qui est encore difficile aujourd'hui dans l'évolution de mon histoire juridique, c'est que, encore une fois, je reçois un courrier de l'Ordre des infirmiers de Paris qui écrit en en-tête de courrier « L'Ordre infirmier contre Élodie ». Donc, tant qu'il y aura le mot « contre » employé dans les courriers que nous recevons, on n'avancera pas. On est un corps. Cet ordre des infirmiers est là pour quoi? Il est là pour structurer notre profession, il est là pour vérifier que le cadre soit maintenu. Or là, alors ok, on est en situation d'urgence. En situation d'urgence, je pense que là, ici, on est tous des professionnels de la santé, on a tous vécu à un moment donné dans notre carrière une urgence qui fait que le cadre vole un peu en éclats en situation d'urgence, mais dès que la situation est aboutie, on dit voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le cadre a pu être maintenu? S'il n'a pas pu être maintenu, pourquoi? On vérifie. Et ensuite, on parle, on discute, on fait des tables rondes, on fait des staffs. Or là, ils sont où les staffs? Elles sont où les tables rondes? Mais c'est du jamais vu. Et ça fait 3 ans, même 5 ans, parce que le Covid a débuté en 2019. 5 ans. Tout à fait. Je reçois encore un courrier, l'Ordre des infirmiers de Paris contre Élodie. En presse, vous savez, cette phrase à Albert Einstein, hein, ne fais jamais rien contre ta conscience, même si l'État te le demande. Tu avais bien dit dans cette vidéo que tu étais une hors-la-loi. Michel aussi, vous avez bien conscience que vous avez été clairement des hors-la-loi. Je n'ai pas dit que la loi était bien faite, hein, loin de là. Mais vous êtes passé, vous étiez tous les deux en dehors des coups, vous saviez ce que vous risquiez. Michel. Oui. Je crois que tu n'as pas mis ton micro, Michel. Voilà. Ok, voilà. Oui, donc, oui, tu parles de la loi, mais bon, ben voilà, on nous demandait on nous imposait d'obéir comme des robots, comme à l'armée. Nous, on n'est pas des soldats, on est des gens, justement, on est des lanceurs d'alerte et c'est pour ça, Élodie et moi, on va le revendiquer haut et fort d'être des lanceurs d'alerte, comme Rainer Fulmich qui est en prison, comme d'autres. Nous, on a fait des constatations. On a eu des intuitions au départ qui se sont vérifiées. Et là, maintenant, bon, les preuves ne sont plus à faire. Voilà, sur la Maison Blanche, ils sont en train de tout balancer. Peut-être que Agnès Buzyn et la clique de ministres de la Santé qu'on a eus sont peut-être beaucoup plus intelligents que les propos, enfin que les gens qui tiennent les propos sur la Maison Blanche, mais enfin la vérité est en train d'éclater. Comme je l'ai déjà dit, les digues sont en train de lâcher, et donc maintenant c'est à nous de revendiquer notre bon droit et de revendiquer notre statut de lanceur d'alerte. Quand on nous demande d'obéir comme des robots, surtout en matière de santé, et qu'on a un doute, tu le sais bien tant que moi, Eric et les deux Eric, on est des soignants, on est tenu, et Élodie bien sûr, on est tenu d'obéir au code sanitaire de santé publique, et l'article 22.11, premier alinéa, nous dit bien que si on sent qu'il y a un danger à administrer, quel que soit le traitement, on doit refuser de le faire, quitte à désobéir ce qu'on a fait. Et quand on désobéit dans un contexte pareil, pour moi, c'est un acte d'humanité, c'est pas du tout être hors la loi. Et comme Élodie, moi, d'abord, j'ai appris des tas de choses que je ne savais pas sur les injections, que ce soit des vaccins classiques aussi. On se rend compte que c'est certainement une saloperie, parce qu'on est arrivé
administrer des doses phénoménales d'aluminium à des petits bouts entre 2 mois et 18 mois. On sait maintenant que l'aluminium est neurotoxique. On va prouver sous peu de temps que l'aluminium est à l'origine de l'autisme, puisqu'on est passé en moins de 50 ans de 1 cas sur 10 000 naissances, on est à grosso modo 1 cas sur 100, et encore je suis optimiste, c'est plutôt 1 cas sur 35. Donc dans 2 classes de CP, il y a déjà 2 autistes, quoi. Donc il faut exiger maintenant, exiger un moratoire sur tous les vaccins, que ce soit des vaccins classiques ou des vaccins à ARN messager. Il est temps de dire ça suffit maintenant, on nous prend pour des demeurés alors qu'on avait vu clair dès le départ, quoi. Voilà. Tu parlais tout à l'heure, Michel, de nouveautés sur la Maison Blanche. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Oui, j'ai un lien à te faire parvenir. Je l'ai envoyé sur le WhatsApp d'Éric Mercier. Donc ça vient de sortir. Là, ils ont balancé point par point tout ce qui s'est passé depuis Fauci avec le gain de fonction sur le prétendu SARS-CoV-2 qui a été manipulé génétiquement. Et puis aussi les dépôts de brevets qui remontaient à 2017, donc déjà bien avant la pandémie. Et puis tout ça se recoupe évidemment avec les travaux de Luc Montagnier, qui avait bien prouvé qu'il y avait des segments de sida dedans, que la spike vaccinale avait des jonctions furines qu'on retrouve jamais dans aucun SARS, dans aucun coronavirus plutôt. Et donc, toute la manipulation est noir sur blanc maintenant sur le site de la Maison Blanche, le site officiel de la Maison Blanche. Donc, voilà, je vois mal comment ils vont continuer leur campagne de vaccination ici. Ou alors on est tombé dans un pays pire que la Chine, quoi. Et là, alors on sait à quoi s'en tenir s'ils revoient pas leurs copies et qu'ils sont pas, comme dit Elodie, s'ils sont pas prêts à discuter avec des sommités scientifiques qui sont traînés dans la boue dans ce pays, alors que ce sont des gens qui sont reconnus de façon internationale, que ce soit Raoul ou Jean-Marc Sabatier ou Alexandra Henriot-Caude qui a trouvé elle-même des micros ARN. Voilà, on est devenu une île qui flotte lamentablement au milieu de l'océan mondial et on continue à essayer de persuader qu'il faut continuer à vacciner les enfants et les vieux, quoi. Enfin, ça devient grotesque, surréaliste. Et donc, je pense qu'on n'a plus. Il faut libérer nos paroles et puis plus dire qu'on a enfreint la loi. Non, on a essayé de sauver nos enfants, de sauver nos patients, d'éviter des catastrophes. Et puis voilà, quand on voit Mathieu Dubois, le porte-parole de la victime, là, moi, dans ma carrière, en 35 ans, je sais pas toi, Eric, et les deux Eric, là, je sais pas, et toi, Elodie, je sais pas combien de sclérose latérale amyotrophique vous avez vu dans votre carrière. Moi, j'en ai vu peut-être 2 à tout casser. Là, maintenant, il y en a une quarantaine avec des jeunes entre 30 et 50 ans, alors que c'est des pathologies qui, normalement, touchent des gens de plus de 60 ans. Donc, toutes les pathologies neurodégénératives explosent, la fertilité est en baisse catastrophique, il y a une hausse de mortalité, comme le dit Pierre Chaillot. Il ne faut même pas essayer de chercher les gens qui sont vaccinés ou pas vaccinés. Il y a une mortalité globale qui explose. Depuis quand? Depuis les injections. Voilà. Bon, je ne veux pas tenir le crachoir non plus. J'ai une petite question à poser à Eric Mercier, qui lui a repris le chemin de l'hôpital. C'est toujours aussi difficile de parler de cette période-là avec tes collègues, ou bien est-ce que les langues se dénouent un peu? Est-ce que c'est en public? Est-ce que c'est en catimini, en privé, un peu comme une confession, ou c'est toujours l'omerta? Non, globalement, c'est compliqué. Globalement, c'est compliqué. Moi, j'en suis arrivé au stade
de dire, bon, je laisse les gens tranquilles. Il y a quelques personnes avec qui on peut échanger, discuter. Mon sentiment, c'est que beaucoup sentent, beaucoup sont gênés. En fait, il y a deux sujets différents. Il y a le sujet, je pense, le plus important qui tourne autour de « mais alors, qu'est-ce que je me suis injecté ?» Et là, il y a une peur, déjà, de base. Et ça se comprend, hein, et c'est logique. Et puis ensuite, il y a une deuxième partie, c'est « mais alors, qu'est-ce que j'ai injecté aux autres? De quoi est-ce que je suis responsable ?» Et forcément, c'est particulièrement gênant. Alors, il est beaucoup plus simple de se draper d'un voile pudique sur l'urgence, sur on a fait confiance, on a obéi, etc. Et puis, on peut dire quand même, ce qui est à rappeler, il y a quand même en apparence, hein, je mets triple guillemets, une majorité de gens qui en apparence vont bien, mais il y a, moi je prends toujours le chiffre de 1% d'effets indésirables gravissimes, ce qui est faux parce que c'est beaucoup plus que ça. Mais quand on ne prend que 1%, c'est déjà catastrophique. 42 millions de personnes triple dosées, 1%, c'est 420 000 personnes sur du décès ou du décès en cours. Ne fût-ce que 1%, c'est déjà catastrophique. Et on sait que c'est bien plus que ça, hein. Donc moi, je m'arrête sur le 1%, et c'est bien suffisant pour que les gens aient peur et n'osent pas et regrettent. Donc non, il y a une sorte de gêne globale. Bon, moi, je laisse mes collègues tranquilles sur le sujet. Celles qui veulent discuter, pourquoi pas, mais en même temps, pour prendre une expression un peu consacrée, il y a une sorte de fossé qui s'est créé avec le temps. Macron et toute sa clique, là, ont créé, mais il n'y a pas que Macron, il y a tout un mouvement derrière, on crée une faille des consciences sur la logique et puis sur la conscience vis-à-vis du vivant. Et cette faille s'est remplie avec une sorte de torrent où d'un côté, il y avait les soignants qui vaccinaient et de l'autre côté, peu nombreux, il y avait les soignants qui étaient soit suspendus, soit qui faisaient des faux. Et au début, cette faille avec ce torrent faisait que on ne pouvait pas se parler. Maintenant, ce torrent commence à devenir une eau relativement calme. Il y a une berge opposée qui est relativement éloignée, sauf que nous, on a baigné dedans et nous, on est en capacité d'aller voir nos collègues, nos anciens collègues, de tendre les mains et il y en a un certain nombre qui viennent vers nous. Il y a quelques médecins qui ont dit oui, effectivement, le système rénine-angiotensine, aldostérone, par exemple, pour ne parler que de celui-là, parlons de la protéine spike. Oui, la suractivation des récepteurs ATR avec l'angiotensine 2, etc. Merci Jean-Marc Sabatier. Oui, effectivement, il y a des soucis. Donc, il y a des soignants qui viennent. Il y en a d'autres qui viennent parce qu'elles ont tout simplement constaté qu'ils avaient des problèmes de santé, y compris sur nos patients. Et puis, petit à petit, ils s'aperçoivent que le danger, qu'est-ce que c'est le danger? Est-ce que c'est ce qu'ils se sont injectés, ce qu'ils ont injecté aux autres, ou est-ce que le danger, c'est de nous parler à nous? Ben non, nous, on est calme. Comme je dis toujours, on est sous LSD, lucide, serein, déterminé. Lucide parce que le niveau de connaissance augmente, serein parce que on voit que tout sort, comme le rappelle très bien Michel, là, donc aujourd'hui, allez sur le site de la Maison Blanche, tout est en train de sortir. Et puis par contre, déterminé pour les femmes enceintes, déterminé pour les enfants, déterminé pour les personnes âgées, déterminé pour les générations à venir. Et puis derrière, déterminé par ce qu'on nous a fait aussi. Mais ça, c'est nous, on peut passer en dernier, hein. Qui sommes-nous pour nous plaindre? Nous, notre santé va plutôt bien, mine de rien, quand même. Donc, on a connu le pire. On sait ce que c'est que de faire la manche. C'est terrible. Et on le souhaite à personne, même aux gens qui nous ont craché dessus. On est prêt à venir les aider parce que c'est terrible. Nous, on passe en dernier, c'est pas dérangeant, mais on est déterminé. Et puis, ça prendra les années nécessaires. Mais on peut pas se permettre que ça recommence. Moi, je suis assez confiant, hein, assez confiant avec le temps. Tu parlais des femmes enceintes, hein, Eric.
Il faut rappeler quand même que l'assurance maladie avait conseillé pour la vaccination au printemps certaines catégories de la population. Alors, c'est plus les soignants qui sont visés, en tout cas aucune obligation, mais on note les personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes atteintes de comorbidité, ayant un risque plus élevé de forme grave de la maladie, les personnes immunodéprimées, et aussi les femmes enceintes, quel que soit leur trimestre de grossesse. Donc ça, je pense que nos autorités sanitaires n'ont encore rien appris et rien compris de cette crise. Alors que tout à l'heure, des personnes âgées de ma famille me disaient, tiens, on nous a demandé de faire le préveneur, est-ce qu'il faut pas? J'ai dit, bon, bah, écoute, je jette un petit coup d'œil et en regardant dans la fiche du préveneur, qu'est-ce que je vois? Attention, ne pas faire à des femmes enceintes, par exemple. Je me dis, tiens, c'est marrant. Alors, le préveneur, non, il faut éviter pour les femmes enceintes, pour tout ce qui tourne autour des pneumocoques. Alors, par contre, il y a 3-4 ans, de l'ARN messager de Protein Spike, allez, c'est bon, on y va, avec Olivier Véran qui a injecté une de ses assistantes. Mais quel scandale! Mais quel scandale! Parce que il y a le danger, c'est une chose, mais il y a aussi le fait que des gens nous aient joué de la flûte. Et nous, ça, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à se taire face à des menteurs. On reste calme, mais il faut pas trop nous titiller, quoi. Essayer de nous laisser tranquilles. Donc, ça va être très intéressant quand on va aller assister, comment dire, Élodie, quand elle va passer au Conseil de l'Ordre prochainement, d'être à ses côtés. Moi, j'ai très envie d'écouter l'approche réglementaire du Conseil de l'Ordre national, leur approche réglementaire. Je rappelle l'article du Code de la santé dont parlait Michel tout à l'heure, c'est le 22-11, tu disais, hein, Michel. Hein. Bon, c'est intéressant. Qu'est-ce qui se passe? L'article 22-11, cher Conseil de l'Ordre, on le déchire? À ce moment-là, on le déchire pour tout. Hein. On peut tout injecter. Le 22-11, il est mort à ce moment-là. Non, je pense qu'ils vont. Alors, c'est très embêtant aussi pour eux. Comment se sortir du guet-apens dans lequel ils sont tombés? Nous, on s'est battu tout de suite. Mais même il y a des gens au Conseil de l'Ordre qui sont rationnels. Il faut leur tendre la main, il faut espérer, il faut leur laisser une chance. Éric, même deux, même trois. Une petite précision, voilà, parce que j'aime bien que les choses soient claires et précises. C'est l'article L1121-2. Voilà. Donc, comme ça, c'est l'article L1121-2 du Code de santé publique, du Code sanitaire de santé publique. Ouais. L1121-2. Vous voyez, voilà. Une fois de plus, c'est la précision. Plus on est précis, plus on appelle un chat, plus il se passe quelque chose de merveilleux. Les humains se rassemblent, tous, toujours, même les plus différents, dès lors qu'on appelle un chat un chat. Et ça prend un certain temps. 1121-2, tu as dit. Exact. Retenez ça, les amis, retenez ça, allez vérifier, imprimez ça, montrez-le à votre médecin traitant, montrez-le à vos infirmières libérales, gentiment, poliment, posez-leur la question, ayez confiance. Plus c'est précis, plus les humains se rassemblent. Toujours. Le problème de la précision, c'est que c'est long. Mais c'est toujours… Michel, si tu veux bien le mettre dans le chat privé, comme ça on pourra le passer directement à l'écran, ça pourrait être pas mal. Oui. Merci en tout cas pour cette précision. Eric, je t'ai envoyé sur le site de TVADP Signal et sur ton adresse Signal aussi le lien pour ce qui se passe au niveau de la Maison Blanche. Voilà. Merci beaucoup. Oui, ça va être important aussi de regarder ça. Alors, on se demande un peu comment il est possible de tenir encore cette posture en 2025. Autant en 2021-22, quand tu as été condamné, Elodie, on pouvait leur laisser le bénéfice du doute parce qu'ils ne savaient pas, on ne savait pas, etc. Mais là, maintenant, 2025, c'est l'heure de sortie du déni. Je pense qu'il va falloir qu'ils réalisent beaucoup de choses, si ce n'est pas déjà fait. Un peu comme ce qui s'est passé, à mon avis, il y a 2 mois au Conseil de l'Ordre des médecins. Hein, puisque tu étais dans la salle, dans l'audience, tu as bien constaté que j'ai eu aucune question, aucune remarque, aucun geste piège, ni quoi que ce soit. On avait l'impression qu'ils acquiesçaient à chaque fois que mon avocat ou nous-mêmes disions quelque chose. Donc, sans doute qu'il y a des choses qui se passent, parce que ça, c'est des choses qu'on ne voyait pas dans les conseils, dans les chambres disciplinaires, dans les conseils ordinaux, au conseil régional. Ça, c'est des choses qu'on ne voyait pas du tout. Petite information, hein, parce que ça aura aussi son importance.
il y a peu de temps, est passé sur le site Info du jour un article en date du 6 juin, signé par Émilien Lacombe, qui signale qu'il y a une plainte pour empoisonnement prémédité qui a été déposée par le mari d'une infirmière de 58 ans qui est décédée. Cet homme s'appelle Pierre Lehoux. Son avocat, c'est maître Jean-Pierre Joseph. Nous aurons cette semaine l'occasion de faire une émission avec eux deux pour parler de cette plainte pour empoisonnement qui pourra, à mon avis, faire tache d'huile, boule de neige sur d'autres plaintes à venir. On rappellera quand même, chers amis, que les laboratoires pharmaceutiques ont obtenu l'immunité judiciaire. Donc, vous ne pouvez même pas vous retourner contre eux. On a vu ce qu'il en était pour les hommes politiques, puisque des plaintes avaient été déposées contre Agnès Buzyn, Olivier Véran, et le troisième, je crois que c'était Édouard Philippe, et puis ça n'aboutit pas non plus, il y a une espèce de non-lieu. Donc, ces gens-là sont intouchables. Et le maillon faible, c'est le vaccinateur. Médecin, infirmier, pharmacien. Je suis désolé, les amis, mais si vous aviez cru que le ministre de la Santé allait vous protéger, vous êtes fourré le doigt dans l'œil. Vous êtes le maillon faible, vous êtes sur la liste. Et si jamais vous n'avez pas la possibilité de montrer une fiche de consentement éclairé signée par la personne que vous avez vaccinée, pour laquelle vous avez expliqué toutes les possibilités, les risques, les effets secondaires, etc., eh ben, c'est vous qui risquez gros. La Michel, loi, c'est la loi. Michel, je peux avoir ton avis là-dessus? Je t'ai coupé. Oui, bien sûr, je partage entièrement ton avis. Maintenant, Attends, je vais regarder ça. le chaînon qui nous manque, enfin qui souffre par la rareté des labos qui dosent vraiment la spike vaccinale par rapport à la spike virale. Donc, techniquement, quand on pose la question à Jean-Marc Sabatier, c'est techniquement très très facile avec un spectromètre de masse de faire la différence entre de la vaccinale et de la virale, et donc de mettre le doigt sur la responsabilité, l'imputabilité de tous ces effets secondaires multiples et qui atteignent tous les systèmes d'organes. Et là, moi, en participant au collectif de Solidéclat et de Action 200 Belgique, j'insiste vraiment sur le fait que les patients qui ont un doute doivent vraiment demander à leur médecin et demander au centre de pharmacovigilance, enfin c'est pas le centre de pharmacovigilance qui va le faire, ils devront présenter les résultats, mais d'aller vers des tests qui font la différence. Et quand on voit, il y a un gars qui s'est fait tester 1400 jours après une injection, il avait encore une spike vaccinale au plafond avec de l'ARN modifié encore présent. Il y a des données anatomopathologiques de multiples tumeurs qui montrent la présence de spike vaccinale et la présence d'ARN messager modifié. Donc, c'est des preuves médico-légales dont on a besoin. Et évidemment, je ne sais pas ce qui se passe ici. De nouveau, les labos en France sont pas prêts à développer ça. Mais comme Louis Fouché le disait bien, s'il y en a un qui décide de monter une start-up avec un spectromètre de masse, eh bien, il va démarrer vite fait. Donc, j'invite les gens qui ont un petit peu de sous et qui veulent en faire encore beaucoup plus, monter un labo pour doser la spike vaccinale et vous aurez des demandes. Vous ne pourrez pas fournir tellement il y aura des demandes parce que c'est là la pierre angulaire de tout ce problème, c'est vraiment de mettre le doigt sur une preuve irréfutable. Parce que c'est certain que… Oui, je te laisse parler, Eric. Oui. Non, mais je rebondis sur ce que tu dis là, mais peut-être qu'il va falloir que l'on se relie une fois de plus. Quelle est cette somme pour monter ce labo avec ce spectromètre? Est-ce que c'est 15 000, 25 000, 50 000 euros? Peut-être que si nous sommes 50 000 à donner un seul euro, j'en sais rien, mais peut-être qu'il va falloir qu'on se le fabrique, ce laboratoire nous-mêmes et qu'on aille pousser les murs. Alors, s'il y a quelques 2-3
comment dire, personnes qui ont envie d'investir et de devenir multimillionnaires, franchement, lancez-vous parce que y a de l'argent à faire. Nous, ça ne nous intéresse pas. Mais moi, si j'ai 5 ou 10 balles à poser, je les pose, parce que je n'ai pas beaucoup de sous, comme tout le monde, j'ai ma famille, tout ça. Mais mettons-nous à plusieurs, peut-être, hein, peut-être que, parce que ça va faire tomber la digue hein, complètement, qui est déjà très fissurée. Je ne sais pas. Il y a déjà un autre labo, hein. Il y a déjà un deuxième labo que Magdebourg en Allemagne, qui est moins cher d'ailleurs aussi, parce que Magdebourg, il fallait allonger 600 € pour se faire doser la Spike. Là maintenant, il y a un autre labo qui fait la différence. Je sais je pense que c'est Hélène Banoun ou Alexandra Rioncode qui avait l'adresse. Moi, je l'ai, mais il faut que je la recherche dans tous les messages que j'ai échangés. Et ils font la différence entre les spikes vaccinales et virales et également avec le dosage des plasmides d'ADN. Parce que ça aussi, c'est aussi quelque chose, ça a été quand même la surprise générale de retrouver des quantités astronomiques d'ADN qui n'avaient rien à faire dans les vaccins. Il faut demander aussi à Tiffaine Pinsol est pas mal au courant de tout ça aussi. On reviendra justement sur ce sujet. Pourquoi pas éventuellement avec notre ami Tiffaine Pinsol. Je vois beaucoup de commentaires dans le chat concernant le sang des personnes vaccinées, les dangers concernant les transfusions, etc. Bon, c'est un sujet sensible. C'est pareil. Je pense qu'on va en discuter aussi avec quelqu'un qui a fait beaucoup de recherches là-dessus, qui est le docteur David Nixon. Donc, soyez patients. Je vous promets que cette émission aura lieu. Mais il y aura, à mon avis, beaucoup de choses à dire puisqu'il a examiné son propre sang vacciné, mais aussi le sang de personnes non vaccinées. Donc, voilà, ça viendra, ne vous inquiétez pas. J'aurais encore une question pour toi, Élodie. Est-ce que dans ta pratique actuelle de naturopathe et dans l'Ornaise, tu es en contact avec des personnes vaccinées Covid? Est-ce que tu as la possibilité de discuter avec eux? Est-ce que tu as des options thérapeutiques pour ces personnes-là? Alors non, il se trouve que c'est pas fait exprès, mais les personnes qui viennent à ma rencontre ne sont pas vaccinées. Donc non, je ne peux pas répondre à cette demande dans ma pratique puisque elle ne se. C'est pas volontaire de ma part. Hein. J'accueille toute personne chez moi en consultation parce que j'estime que chaque corps, chaque problématique est à prendre en charge et à accompagner à son niveau. Mais aujourd'hui, en effet, les personnes qui viennent me voir ne sont pas vaccinées. Voilà. Eric, qui travaille en hémodialyse, on sait que les patients en hémodialyse sont des personnes avec des sujets fragiles pour lesquels on a proposé ces injections pour les protéger. Toi, tu dois voir aussi des changements, des modifications dans l'état de santé des personnes, dans leur gravité ou pas? Alors, honnêtement, dans le centre où je suis, globalement, je pense qu'ils sont pas mal passés à travers, me semble-t-il. Par contre, je suis en lien avec d'autres soignants sur d'autres centres de dialyse à travers la France, sur d'autres régions, et je pense qu'il y a peut-être eu des zones avec des numéros de lot où c'était moins pire. J'en sais rien, mais de ce que j'entends, ça me paraît bizarre. Il y a d'autres régions où là, clairement, cathéters centraux à répétition, lorsqu'il y a eu dans les fameux 15 premiers jours, hein, bouchées, fistule artério-veineuse bouchée, ça y a eu beaucoup. Il y a eu beaucoup d'infarctus, d'endocardites, il y a eu beaucoup de décès chez des gens assez âgés. Moi, je dois avouer que j'ai vu des gens jusqu'à des 9e doses, et en fait, ils sont quand même, alors, dans ce fameux 99% complètement faux que j'assume, ils passent à travers les gouttes en apparence. J'ai vu des gens avec des 8-9 doses, qui tiennent, même si je trouve ça scandaleux. Covid-19 pour l'année 2019, moi j'aimerais bien entendre parler de vaccins ARN messager de Covid-25, si on était un peu cohérent. Ah ben non, hein. Non, on vaccine encore les gens pour le Covid-19. Ah bravo, alors vraiment bravo. J'ai envie de dire aux infirmières, aux médecins, aux pharmaciens,
Ah, ça, c'est impressionnant, ça. J'aimerais que Conseil de l'Ordre nous explique ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'ai pas fait de doctorat. Donc, il y a certainement un médecin de BFM ou d'ailleurs qui nous expliquera. Bon, enfin, oui, un peu. Donc, oui, c'est passé des choses et oui, moi, honnêtement, de ce que j'ai vu, c'est encore correct. Mais je sais qu'ailleurs, ça s'est mal passé, oui. Élodie, on va arriver là au terme de l'émission. Je voudrais te demander, donc, si tu peux nous rappeler le jour, l'heure, le lieu exact, et puis qu'est-ce qu'on peut faire, outre le fait de venir, pourquoi pas, pour les Parisiens ou ceux qui sont pas trop loin, même tous les volontaires, mais qu'est-ce qu'on peut faire en plus d'ici là pour toi? Je crois que ce qui est important, c'est de tenir sûr, de répondre aux questions quand on nous en pose, de témoigner quand c'est possible, d'ouvrir la parole au maximum. Quoi faire? Restons nous-mêmes, en fait, et apprenons à être nous-mêmes, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, quoi qu'il en coûte. Parce que quand on s'écarte de soi-même, ça coûte cher. Et ça coûte très cher. Je crois que apprendre à être pauvre matériellement, si c'est pour gagner en richesse de posture, ça vaut le coup. Après, pour ma petite personne, tout soutien sera bon à prendre, parce que ce jour-là, l'objectif est de ne pas partir en bagarre générale et en éclat d'émotion. L'objectif est de pouvoir tendre la main. Parce que c'est ça le souhait. Le souhait, il n'est pas… bien sûr, au fond de moi, parfois, on a quand même une petite envie de castagne. Mais ce n'est pas la bonne idée. L'objectif, il est d'ouvrir la voie, d'ouvrir la parole, mais dans tous les sens du terme. Et avec l'autre en face. Parce que l'autre en face, il a envie d'être avec nous aussi. Mais il ne sait pas comment faire. Et donc, pour répondre à la première question, rendez-vous 23 juin, 14h30, à l'Ordre des infirmiers à Paris. Je crois que c'est rue Faubourg, si ma mémoire est bonne. Voilà. On sera là, Élodie. On sera là. Ouais, on sera là. Et oui, c'est important parce que c'est un corps que nous formons. Un corps multifactoriel, j'ai envie de dire. J'ai vu passer dans le chat tout à l'heure une expression qu'on utilise assez couramment. J'avoue que dans mes moments de colère, je l'exprime aussi. Et Dieu sait si je suis souvent en colère depuis 5 ans. Mais ça n'a pas l'air d'être ton leitmotiv, Élodie. C'est ni oubli, ni pardon. Et quand je t'écoute, j'ai vraiment l'impression que tu es à l'inverse de tout ça. Toi, tu es dans la main tendue, en essayant de faire comprendre peut-être aux infirmiers du Conseil de l'Ordre qu'on a besoin d'eux. Ouais. Et que c'est pas la peine qu'ils nous tirent dans les pattes, qu'ils sont pas là pour nous dézinguer, mais pour aider les personnes qui, de façon intègre et selon leur conscience, ont exprimé une autre vision que celle de la doxa gouvernementale. Est-ce que tu es vraiment dans cette optique de la main tendue plutôt que du ni oubli ni pardon? Alors, je te remercie beaucoup, Eric, pour cette question. Elle me paraît essentielle et conclure sur ces notions-là, ça me semble être une excellente idée et tu ne peux pas m'offrir une meilleure notion pour préparer ce rendez-vous du 23 juin. Selon moi, tant que nous sommes dans la posture de la lutte et du contre, on se trompe. Parce que diviser pour mieux régner, on voit bien qu'après tant d'années ici sur Terre, ça ne fonctionne pas très bien. Ça nuit, ça nous perd et il n'y a aucune partie qui gagne. C'est faux. Même celui qui croit avoir gagné en étant dans la division pour mieux régner, il se leurre parce qu'il ne gagne en rien. Et son cœur saigne en permanence. Je crois que notre objectif en tant qu'humain ici sur Terre, c'est de tourner la main vers l'autre en permanence. Et oui, en effet, je pense que sans ordre, on ne peut y arriver. Le cadre est essentiel pour savoir jouer le jeu qu'on est venu jouer ici sur Terre. On a besoin de cadre. Mais pour ça, il faut que le cadre prenne la responsabilité d'être un cadre dans toutes les parties et dans toutes les limites que ça implique. Or, aujourd'hui, où est le cadre? Quel est son but? Merci, Élodie.
Merci. Eric, Michel, si vous avez quelque chose à rajouter avant la fin. Eric, d'abord. Il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance envers les autres, y compris les personnes qui nous attaquent ou voilà. Souvent, c'est des gens perdus, qui ont peur, qui sont dans la crainte. Le 23, on accompagne Élodie. Nous, on sera dans le calme dans la salle. On sera dans le respect, on ne peut pas dire dans le silence, mais on n'aura pas de petits... Non, on sera dans la confiance des gens qui vont être en face de nous. On a des gens rationnels en face de nous. On est là pour se retrouver. Quelque part, c'est une opportunité qui est saisie. Je vais être un peu vache avec toi, j'espère que tu vas pas m'en vouloir, mais ce qui t'arrive, mais en fait, c'est une chance pour nous. Alors, c'est tombé sur toi, ok, mais c'est une chance pour tout le monde. C'est une opportunité de se dire, bon, détendons-nous. On n'est plus en 2019, ni 2020, 2021, on est en 2025. Allez, reprenons une grille de lecture. Je vous écoute, vous m'écoutez, on échange, prenons notre temps. Moi, j'ai confiance. Alors, c'est peut-être naïf, mais en tout cas, c'est la meilleure posture à avoir. Je crois que c'est un cadeau du ciel. Chaque opportunité comme ça de pouvoir être en contact direct avec eux, c'est un véritable cadeau du ciel parce que concrètement, tout comme toi, Eric, en 2 ans d'attente de cette instance, on n'a jamais eu la possibilité pour l'instant d'échanger réellement avec eux dans le calme, sans craindre pour nous. C'est un cadeau du ciel à chaque fois, c'est une opportunité et je crois qu'il faut la saisir. De la sérénité, de la confiance de votre côté. Michel, le mot de la fin pour toi? Je dirais qu'on a quand même des prémices qui nous permettent d'être un peu optimistes. Quand on voit ce qui s'est passé avec Lucas Bertrand à La Réunion, il a quand même, après avoir été très inquiété, il est quand même parvenu à ce que le juge lui dise, enfin conclue à ce qu'il ne voyait aucune raison qu'on l'empêche de travailler, et il a simplement remboursé les consultations qu'il a demandées pour les faux qu'il avait faits. Il y a cette infirmière en Allemagne déjà il y a depuis plusieurs années. Maintenant, je crois qu'elle avait fait 8000 faux, parce qu'elle avait injecté du sérum physiologique. Ben, elle est sortie tout à fait déculpabilisée du tribunal, donc, et blanchie du tribunal. Donc, on attend le verdict du 23 avec impatience, mais j'ose espérer qu'ils se rendent compte quand même que les choses crèvent les yeux maintenant, et s'ils veulent garder la face, un des moyens, ce serait simplement de leur demander gentiment qu'on soit reconnu comme lanceur d'alerte. Donc, c'est ce que le collectif d'Alain Collignon et de mes amis belges sont en train de faire en Belgique. Ils gagnent du terrain petit à petit parce qu'Alain Collignon a déjà gagné sur le fond, et donc les choses évoluent quand même dans le bon sens. Merci beaucoup, Michel. Alors, je tiens à préciser, quand on dit ni oubli ni pardon, on pense surtout aux personnes qui ont... c'est pas les décideurs en eux-mêmes. Je pense que concernant les collègues qui ont vacciné ou les personnes qui ont pris des décisions comme dans le conseil ordinaux, c'est une main tendue qu'il faut leur accorder. Je suis bien d'accord, même si on a parfois envie de les secouer un petit peu. C'est d'abord une main tendue parce que ce sont des collègues. Ils n'ont pas été les grands décideurs. Nous ne confondons pas les gens du Conseil de l'ordre et les hommes politiques qui ont fait ces lois de coercition. Il y a le décideur et il y a le rouage. Nous, on préfère jeter d'abord et en premier lieu la responsabilité aux décideurs, même si les lois ne nous le permettent pas. C'est avant tout envers eux que notre colère doit s'exprimer. Et concernant toutes les personnes qui ont la possibilité de faire marche arrière et de se rendre compte qu'ils se sont fait berner, rouler dans la farine, et bien cela, il faut qu'on se mette de notre côté.
Voilà, merci à vous. Merci. Donc, on rappelle, hein, c'est le 23 juin, c'est un lundi, 23 Ouais. juin à 14h30 à Paris 10e, au Conseil national de l'Ordre des médecins. Qui dit? Infirmier. Des infirmiers. Pardon, des infirmiers. Oui, c'est l'habitude. Oui. Et puis, j'espère que vous serez nombreux à être à nos côtés. Moi, j'y serai, Michel y sera, Eric aussi, je suppose. Oui. Bah oui. À pied, à cheval ou à vélo, on y viendra pour soutenir Elodie. Soyez avec nous, et si vous ne pouvez pas l'être, eh bien, soyez-y par la pensée. Un petit coucou, un big up à Édouard Broussalion qui a suivi cette émission, qui est un peu fatigué ce soir, donc on va le laisser tranquille, sinon je vais proposer de venir nous rejoindre. Ce sera une autre fois. Si vous voulez retrouver Édouard, rassurez-vous, on le reverra sur ses émissions. Et puis, je vous invite à retrouver l'émission qu'on avait faite la semaine dernière avec lui sur l'homéopathie, qui est son dada, et puis ce petit mot très gentil qu'il donne à nos médecins allopathes qui ne sont pas piqués des vers. Chers amis, à très bientôt. Portez-vous bien et rendez-vous le 23 à Paris. Merci Eric. Merci. Merci à vous tous. À bientôt.